Donc je nous présente, François Guérouet et moi c'est Jean Frémiot. On va vous présenter un projet dont le titre est Le réel et son double. François continuera l'intervention pour expliquer ce qui au sein du réel et son double va s'appeler la noise. Il expliquera ce que c'est. Moi je vais vous expliquer ce qu'est le réel et son double. Pour ce faire, je vous raconte une petite histoire. En 2008, j'ai rencontré Bernard et Caroline au Théâtre de la Colline. J'étais à l'époque reporter dans une agence de presse à Paris et je me suis présenté en tant que photographe. En tant que photographe berrichon. Et Caroline m'a dit « Ah tiens, c'est drôle, moi aussi je suis berrichonne. » Et Bernard m'a dit on va venir s'installer dans le Berry. Alors je leur ai un peu raconté mon cursus et l'histoire que je vais vous raconter. En 2004, je ne remonterai pas plus loin, hein, je commence en 2004. En 2004, j'ai écrit un projet artistico-politico-pédagogico, 3 points de suspension, dont le titre était de la... Alors, accrochez-vous et du vent, était de la société secrète des pirates à la République indépendante des enfants, ou l'art d'être contrebandier d'idées extraordinaires. Ce projet que j'avais écrit pour 4 animateurs avait été écrit pour une période de 3 ans. Et visait à réunir des enfants de 11 communes pour animer des ateliers de pratiques artistiques. Il y avait une Argentine, Arlette Weistich, qui a comme pratique la gravure et la peinture. Il y avait une Anglaise d'origine serbe qui s'appelle toujours Lisa Derevica, dont la spécialité était le bricolage. Il y avait Hervé Bezet, qui est vidéaste, et moi en tant que photographe. Et on a appris aux enfants, pendant 3 ans, sous forme d'une tase, la tase de Hakim Bey, à se réunir dès qu'on avait du temps libre, donc aux petites vacances, certains week-ends, aux grandes vacances. Et on se réunissait sur des places publiques au début. C'était un concept forain, la RID, donc la République indépendante des enfants. C'était un concept forain qui permettait aux enfants d'apprendre l'art de l'encerclement, l'art de la prise d'assaut, la poésie, comment rédiger un tract, comment frapper monnaie, comment prendre d'assaut une mairie, une gendarmerie, une poste. Et nous avons décrété donc la République indépendante des enfants comme existante en se situant à la frontière entre 2 communes. Donc on a fait de la cartographie, on a écarté la frontière et on a pris possession d'un territoire en faisant des cartes d'identité individuelles, des cartes d'identité collective, en inventant des drapeaux, en manifestant dans les rues, faisant de l'encerclement de quartier à portée de voix, en déclamant de la poésie. Et on a même repeint un rond-point en mauve aussi. Donc on a coupé des routes, on a occupé une départementale pour distribuer nos tracts qui allaient annoncer l'ouverture d'une banque. On a nommé notre monnaie, on a inventé une langue. On a écrit un hymne, on a fait venir un compositeur, un auteur-compositeur-interprète pour composer un hymne. Et puis au bout de 3 ans d'atelier, puisque les budgets avaient été alloués pour 3 ans de projet, le jour de la restitution publique, on a fait une grande fête, une grande exposition, spectacle, chorale. On a enterré des trésors qu'on a déterrés à cette occasion-là. Enfin bon, bref. Le jour de l'inauguration, le protocole voulait qu'il y avait le directeur le président de la région, le conseil départemental, les parents, tous les complices,
les associations locales qu'on avait emmenées avec nous, les grands-parents, les tantes, nièces, enfin bon, voilà. Ça avait touché 350 enfants, sans compter évidemment tous les adultes qui s'étaient ralliés à la cause de la ride, quoi. Et donc le jour de l'inauguration, à côté du président de région, qui s'appelait Alain Raffestin, quelqu'un de bien, dans le protocole, les enfants devaient arriver au centre de la salle des fêtes qu'on occupait, et bizarrement, ça se passait pas du tout comme prévu, j'étais pas du tout au courant. Et il y a un des enfants qui était un peu le porte-parole de la ride. Évidemment, c'était le plus timide. On employait souvent les gens à contresens. Hein, enfin. Et donc le petit Nicolas qui s'amène tout timide, avec une foule de papiers dans les mains. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Et je le dis au président de région, je lui dis, excusez-moi Alain, je ne comprends pas du tout ce qui se passe, ça ne correspond pas du tout au protocole. Et en fait, le Nicolas arrive, il demande le micro, on lui donne le micro, et puis tout penaud, il dit, on est triste, nous, les membres de la RID, parce que le projet s'arrête. Donc, je voudrais vous remettre, je le cite, je voudrais vous remettre la pétition qu'on a... Donc, ils avaient réuni, les gamins, je ne sais plus, 600 ou 700 signatures de gens qui disaient que la RID ne voulait pas s'arrêter. Et ils ont bien joué leur coup, puisqu'ils ont fait en présence du président de la communauté de communes qui payait le projet, et puis des élus qui finançaient tout, quoi. Et donc le président de région a dit, écoutez, puisque c'est demandé par les enfants, je débloque une enveloppe budgétaire pour que le projet puisse continuer. Et donc le projet avait été écrit pour 3 ans et on a improvisé une année supplémentaire. Donc vous doutez bien que le moment d'émotion était très, très intense. Et à la suite de ce projet-là, j'ai arrêté mon métier de journaliste, parce que j'ai compris que c'était pas mon métier. Mon métier, c'était vraiment de développer ma carrière artistique, mon propre travail. Et j'ai eu, je pense, raison, puisque dans l'année qui suivait, je me suis retrouvé lauréat de la Bourse du Talent, j'exposais à la BNF, enfin tout s'était plutôt bien passé. Et j'ai continué à travailler avec des publics différents, avec des enfants en grande difficulté scolaire, mais en fait avec des enfants en grande difficulté sociale, et avec un projet qui s'appelait de la thérapéia comme technique de soi, où j'apprenais aux adolescents à renouer dans des liens intergénérationnels qui étaient rompus, et ça marchait très très bien. Et puis l'inspecteur d'éducation nationale a vu que ça marchait tellement bien qu'évidemment il a supprimé carrément la structure qui m'employait, parce qu'il pensait que ce système était un système plus punitif pour les adolescents, alors que nous on s'évertuait à essayer de les ramener à nous, ces ados. J'avais 13-14 ans. Bref, j'ai raconté cette histoire-là ici, lors d'une académie d'été, à Caroline, à Bernard. Bernard m'a mis en relation avec une personne très intéressante qui a prêté attention à ce projet-là. Et puis de fil en aiguille, je suis revenu dans le Berry et j'avais un fort désir de partager ces expériences-là avec les gens de mon canton, donc avec ces 11 communes dont je vous parle. Ce canton est situé au nord de Bourges. C'est une zone urbaine, un mélange de très jolies campagnes, puis de campagnes très exploitées par l'agriculture. C'est une région où on cultive la pomme, où il y a un taux de pollution atmosphérique dû aux produits phytosanitaires comparable à une zone Céveso 2, où les taux de molécules de perturbateurs endocriniens étaient de 3 par an dans les années 70 et sont passés à 60 par an chez les enfants en bas âge, et moi-même 2 enfants, dont un qui a été contaminé et qui a subi à moins d'1 an 3 opérations chirurgicales. Et
étant implanté sur ce territoire-là, j'ai pas, en tant qu'artiste, c'est difficile de s'impliquer dans la société, mais aujourd'hui, je ressens la nécessité, comme l'a dit très justement Bernard hier, d'être éminemment politique. Et donc, j'ai pas voulu laisser cette population livrée à elle-même face à ces pollutions, qui ne sont pas seulement que atmosphériques, dues aux produits phytosanitaires, mais qui sont dues à une mauvaise politique de l'aménagement urbain. Et j'ai vu mon paysage d'enfance se transformer de manière... bon, je ne vais pas la qualifier. Vous voyez à quoi ressemble une zone pavillonnaire en bord de petite ville. C'est juste une catastrophe. Et donc, j'ai vu mes territoires de jeu d'enfance se transformer et être grignotés par l'urbanisme. Et j'ai donc, pendant 3 ans, commis une série de photos qui s'appelle « Les territoires occupés ». J'ai amené des petits catalogues ici, j'en ai pas beaucoup. Et j'ai donc traité ce sujet-là des zones pavillonnaires en construction pour être au plus proche d'abord des maçons et des gens du bâtiment qui fabriquaient ces maisons, au plus proche des banquiers et des pavillonneurs qui finançaient, qui forçaient, enfin, qui aidaient, entre guillemets, les gens à financer ces projets-là. Et je suis resté au plus proche de ces populations qui résident maintenant dans ces pavillons qui sont construits. Et j'ai de nombreux amis, dus évidemment à la ride, puisque j'ai sympathisé avec pas mal d'enfants, puis pas mal de familles. Certains de ces enfants ont assisté ensuite à mes cours de photo, ont assisté aux stages que j'organise régulièrement. J'organise pas mal de stages de prise de vue. L'art de la prise de vue et du reportage, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et je crois, comme dans le projet de la Thérapéia comme technique de soi, que grâce à la pratique photographique, comme à la pratique amateur de toute discipline, on peut, je ne vais pas dire sauver le monde, mais amener sa petite pierre pour essayer de permettre aux gens de penser autrement le monde qui les entoure. À la suite de cette épreuve des territoires occupés, il a fallu que je m'en remette. Et j'ai fait 6 mois de résidence à l'abbaye de Noirlac, qui m'a commandé une série de photos dont le titre est « L'insecte et le sacré ». C'est pareil, j'ai un petit fascicule pour ceux qui seraient intéressés pour jeter un œil. Mais j'avais toujours le désir d'être au plus proche de cette population et de les informer de comment ils pouvaient s'en sortir dans un monde que je voyais de plus en plus déliquescent. J'ai donc animé ce que j'appelais la première année un café médiatique, puisque j'étais ancien journaliste, pour leur permettre de comprendre, je leur apportais des éléments de compréhension sur le fonctionnement de la presse et des médias. Ce café médiatique s'est transformé rapidement, au bout d'1 an, en café repère. Alors les cafés repères, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lié à une émission de radio qui n'existe plus, qui s'appelle Là-bas c'est j'y suis, qui existe maintenant sur Internet, qui est animé par un journaliste qui s'appelle Daniel Mermet, qui avait lancé à la cantonade un jour dans une émission, mais vous, mes auditeurs, débrouillez-vous aussi dans vos villes et vos campagnes pour vous réunir. Et j'ai donc transformé mon café médiatique en café repère. Et je me suis retrouvé avec une population très curieuse et avide de savoir comment fonctionnaient les médias et la presse en règle générale. Nous avons donc fait venir, peut-être la première ou deuxième année du Café Repère, Bernard, à répondre à Noam Chomsky et à partir de cette conférence, beaucoup de gens de différents cafés repères qui étaient situés en France, et particulièrement un situé à Montreuil, s'est rapproché de moi en me disant « Écoute, tu es au centre de la France, il serait peut-être judicieux de réunir l'ensemble des cafés repères de France. »
Je lui ai répondu gentiment, écoute Jean-Marc, t'es bien gentil, mais moi je m'occupe de mon café repère, je vais pas prendre en charge l'ensemble des cafés repères de France, ça fait quand même un peu de boulot. Je faisais ça bénévolement, c'est un boulot quand même de tenir un café repère tous les mois, trouver des intervenants ou animer moi-même, trouver les sujets. De fil en aiguille, quand même, mon équipe, on était 12. Ils m'ont motivé et puis ils m'ont dit oui, si, on va le faire. Bon, il se trouve que ça n'a pas pu se faire parce que M. Mermet a un ego surdimensionné qui a fait en sorte que ça n'a pas pu se faire. Mais je ne vous raconterai pas l'histoire dans le détail. Là, à ce micro, j'en viens au réel et son double. Le Café Repère a fermé ses portes il y a 4 ans maintenant de ça. J'étais franchement épuisé. Et puis j'avais à nouveau envie de m'occuper de mon travail personnel. Et toujours en voulant rester au plus près de cette population, j'avais un fort désir de partager mes amours. Je fais de la photographie qui crée, moi, dans ma tête, beaucoup d'images. Pas forcément là, mais... Et puis j'ai une passion aussi pour la musique, spécifiquement la musique électronique. Et je voulais depuis très longtemps ouvrir un lieu. Et donc je suis propriétaire d'une petite maison au cœur de ce canton. Et cette maison, je viens de réemménager dedans. Ça faisait 4 ans que je n'y habitais plus. J'ai un atelier, un grand atelier. Et je viens de réintégrer cette maison. Et maintenant, je me dis que garder cette maison pour moi tout seul, ce serait trop égoïste, ça ne me correspond pas. Et j'ai donc décidé l'année dernière, à la suite il y a 2 ans, à la suite d'une académie d'été ici, de transformer mon atelier en espace public, donc en lieu commun. Et l'année dernière, j'ai construit le projet donc, de création du Réel et son double qui ouvrira le 10 novembre prochain. Et l'année dernière, j'ai rencontré ici François, à qui j'ai parlé de ce projet. Et François m'a dit, écoute, c'est super intéressant, on va rester en contact et on va continuer la discussion. Et on a continué. Et il est venu dans le Berry, il venait de Berlin, et il est revenu dans le Berry. Et puis finalement, il va reprendre mon ancienne maison, qui est située à 3 km du Réel et son double. Et puis voilà, nous sommes engagés dans ce projet. C'est pour ça que je lui laisse maintenant la parole pour qu'il nous explique ce qu'est le laboratoire de recherche esthétique de Lannoise. Bonjour. C'est bon là? On entend? Ok. Bernard, j'ai jusqu'à 10h30, c'est ça? Ok. Alors, je voulais vous parler de Goethe, mais finalement, j'ai eu un problème technique en arrivant hier matin, mon fichier a planté. Du coup, j'ai dû, dans l'improvisation, cette nuit, retaper tout mon texte. Et j'ai changé un peu quelques trucs, mais finalement, c'est mieux que ce que j'avais fait hier, ce que j'ai fait cette nuit. Donc, c'est un petit peu plus brouillon, mais ça devrait le faire. Et voilà, c'est parti. Il y a 1 an de cela, l'Académie commençait avec un exposé de Paolo, qui nous proposait de penser l'avènement de la philosophie comme un nihilisme athlétique, forme d'évolution du nihilisme nietzschéen auquel on aurait greffé une perche, c'est-à-dire la technique au sens de matière inorganique organisée, et donc exosomatisation, comme ce qui à la fois produit et découvre le nihilisme en tant que discours de l'homme face au néant. Ainsi, et je le cite, « Si l'on considère que la transvaluation advient au moment même de l'aboutissement du nihilisme, et si l'on considère aussi que la technique à la fois crée les obstacles et permet de les sauter, en produisant le nihilisme et en découvrant son dernier stade, il semble alors que le nihilisme athlétique soit la technique elle-même. Cependant, on a toutes les raisons de croire que le pivot de la transvaluation, plutôt que la technique toute seule, c'est le rapport entre l'homme et la technique. Ou, pour sauter l'obstacle, on a toujours besoin d'une perche. Or, si l'on demandait « la perche est-elle l'homme ou la technique ?», il n'y aurait pas de réponse, car la question serait mal posée. Au moins pour ce qui concerne Ainsi parlait Zarathustra, qui est un livre, de mieux, il est l'élément ou l'instrument phénoménotechnique qui prophétise et résout le nihilisme. Et le contenu de cet instrument, qui est un livre et n'est pas un concept ou un discours statique, dénotatif ou descriptif, c'est plutôt un acte performatif
que le lecteur doit faire avec le protagoniste. Zarathustra est ainsi un personnage conceptuel, le personnage qui fait la différence, qui détermine une bifurcation, qui sélectionne parmi les possibles signifiés de l'éternel retour, du nihilisme et de la volonté de puissance. Le nihilisme athétique peut donc être l'expression de cette forme de santé, laquelle aujourd'hui devrait nous donner la force active pour essayer de sauter l'obstacle causé par un état de choc aussi grand que l'Anthropocène. Un obstacle que, comme toujours, l'homme se crée, non pas pour se dépasser, mais peut-être, comme toujours, pour se rendre malade, comme Nietzsche. Une fois sauté l'obstacle, c'est-à-dire sauté lui-même, l'homme qui se compose avec ce nihil de l'humain que la technique à la fois découvre et produit, pourra, peut-être, recommencer à promettre, c'est-à-dire à vouloir. Je réagissais spontanément par une simple question. La philosophie comme nihilisme athlétique, pourquoi pas? Mais alors dans quel stade le pratiquer? Car l'exercice de l'athlétisme requiert fondamentalement une localité où l'on organologise quelque chose comme un espace neutre, où l'on puisse à la fois s'entraîner en commun, à faire la différence et s'affronter en public à ses adversaires. Sinon, cet athlétisme devient très vite la pratique d'un idéal ascétique, enclavé dans un culte du corps que les sports modernes n'ont cesse de nous donner en exemple et en spectacle. La réponse de Paolo à ma question fut de dire que le moulin dans lequel nous nous trouvons en ce moment même pouvait être un exemple de stade philosophique. Je ne fus pas entièrement satisfait de cette réponse, car l'entre-soi que nous pratiquons ici ressemble plus à quelque chose de l'ordre de la palestre, lieu de formation des athlètes grecs, comme Paul-Émile s'empressa lui-même de le préciser. Le fait que Paolo aborde la question d'un nihilisme athlétique sans aborder la question d'un lieu où le pratiquer fit écho à une problématique profondément ancrée en moi depuis que je pratique la philosophie, et c'est ce qui me poussa à passer outre ma gêne et à oser intervenir dès les premières minutes de ma première académie. Cette problématique, qui a tous les traits d'une obsession, comme toute bonne problématique, est devenue avec le temps une recherche, le véritable leitmotiv de ma vie, de ce à quoi j'aspire, et que je formulerai ainsi: existe-t-il dans un monde digitalisé un lieu concret, comme le stade pour l'athlétisme ou les rues des cités grecques pour Socrate et Diogène, où l'on puisse pratiquer la philosophie en la confrontant à des adversaires et, de manière plus générale mais aussi plus concrète, au réel humain et donc à la dispersion, à la stultitia, c'est-à-dire à l'idiotie et à la bêtise qui le caractérise. La stultitia, c'est ce que Sénèque définit comme l'adversaire de la philosophie et qui est en latin étymologiquement relié à deux termes qui ont leur importance dans cet exposé. Premièrement, à locus, la place, et deuxièmement, à stolidus, qui désigne l'incapacité de se mouvoir. Non pas un lieu érudit, donc, feutré et constamment frustré comme l'est l'université, où l'on s'occupe davantage de conserver et de définir la pensée telle qu'elle devrait être, plutôt que de la pratiquer. Non pas un musée ou un conservatoire du patrimoine, donc, mais un lieu où la philosophie jaillit entre les corps et se mélange à eux dans l'effort et la transpiration. Un lieu où la pensée est ce qu'elle devrait être: amitié, joie, courage, partage, combat, amour et sagesse. Un lieu où l'on s'exercerait à accomplir et à produire ce que la philosophie est censée avoir pour tâche, l'art du rapport à l'autre et le gai savoir qu'il implique. Jusqu'à mes 22 ans, j'en ai aujourd'hui 25, j'ai cherché un tel endroit. J'ai circulé, voyagé dans différents milieux, militants, associatifs, culturels, urbains, zadistes, bretons, parisiens, journalistes, universitaires, favorisés, défavorisés, et j'en passe. Partout, je trouvais des bribes, des fragments qui me semblaient philosophiques. Mais partout aussi, et de manière transversale dans la société, je retrouvais des phénomènes d'enclosure, une tendance générale des collectifs à s'enfermer dans des bulles, à s'isoler dans des îles, si ce n'est complètement hermétique, du moins aux ports trop peu nombreux et pas suffisamment bien organisés pour pouvoir continuer à s'altérer sans se retrouver gangréné par le stultus ambiant, accentué par la dispersion à laquelle la technique semble dans un premier temps nous condamner. Partout, j'observais des gens qui, tout aussi intéressants qu'ils puissent être, pédalaient dans la semoule et se mettaient des œillères pour pouvoir se consacrer passionnément et soi-disant profondément à leur obsession, à leur petit dada chéri, qu'ils soient artistiques, politiques, sportifs, festifs, écologiques, bouddhistes ou technologiques. Dans tous ces systèmes, donc, je retrouvais des phénomènes de caste, de mode, de clan, tous sous des formes très sophistiquées de tours d'ivoire, qui finissaient toujours par me démotiver de m'y investir pleinement. Loin de moi l'idée de dénigrer ce qu'il pouvait se passer dans ces divers milieux, mais plutôt de critiquer, tout contre eux, un manque certain d'organisation dans leur confrontation à l'altérité, ce que Foucault appelait, dans un texte en hommage à Blanchot, la pensée du dehors.
confrontation pour laquelle il essayait constamment, tant dans sa vie que dans ses écrits, d'élaborer une attitude morale, un ethos, dont on peut trouver des esquisses dans des textes que pas mal d'entre vous doivent connaître, comme « Pour une morale de l'inconfort »,« La veille du guet »,« Qu'est-ce que les Lumières », ainsi que dans les 3 derniers cours au Collège de France. Ce qui me manquait partout où j'allais, c'est que nulle part, justement, je ne trouvais d'attitude ou de posture à la fois suffisamment aiguisée, c'est-à-dire singulière, et ouverte au stultus, à la bêtise, c'est-à-dire aux politiques, pour être à même de venir me contenter dans ma soif d'une localité où la philosophie, en tant que pratique de l'altération noétique à un niveau d'intensité extrême, celui de l'hubris, puisse s'épanouir sans se vendre ou se faire court-circuiter et prolétariser par tout ce que notre époque des sociétés de contrôle et du capitalisme de plateforme peut produire globalement comme appareil de capture qui servent les dispositifs de bio, psycho et technopouvoir, produits du délire récent de l'histoire exosomatique du développement humain. Lecteur de Bernard depuis mes temps adolescents, je pressentais toujours que quelque chose se tramait dans ces livres qui faisaient écho à ma recherche et qui résonnait autant avec le faisceau de références philosophiques que je me constituais au cours de mes premières années de formation qu'avec mes propres désirs. Et en premier lieu, le désir déjà obsessif est confirmé par la lecture en 2e année de licence avec Catherine Perret des textes homonymes de Kant et de Foucault, « Qu'est-ce que les Lumières ?» d'oser penser par moi-même notre époque. Époque dont je sentais bien, notamment de par une expérience intensive à l'adolescence, à la fois heureuse et choquante, des plateformes que sont les jeux vidéo en ligne, dont j'aimerais vous parler plus longtemps ici, mais je n'ai malheureusement pas le temps de le faire. Ces jeux vidéo en ligne qui sont devenus de véritables stades mondialisés par le numérique et, plus généralement, ayant la conscience acerbe de faire partie de la première génération à avoir grandi avec Internet. Époque dont je pressentais bien donc qu'elle était en rupture, qu'elle était à la fois une absence d'époque et une nouvelle prise, et une nouvelle ère, prise dans une folle accélération, qu'il était urgent de penser, et de la penser avec un A. Mais, très jeune encore, je gardais mes distances avec Ars Industrialis, toujours méfiant de ne pas me plonger dans une bulle sans avoir les moyens de m'en émanciper. Je savais que je devais d'abord faire mes propres armes. Et pour ce faire, il me fallait trouver un stade tel que ceux que j'avais connus dans l'ambiance purement noétique des jeux vidéo, et que je continuais désespérément de chercher dans la surabondance du désert du réel occidental, noyé comme je l'étais par la folle et dangereuse diversité des occupations, ces distractions digitalisées qui nous assaillent, nous, enfants de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, contemporains de Florian, immergés, submergés dans cet espace d'un genre nouveau, l'océan pharmacologique des rétentions tertiaires numériques dans lequel nous plonge la nouvelle culture digitale. Au sens large, en courant, ou plutôt en sautant, tel un jeune gymnaste du nihilisme, à la recherche de ce stade, de palestre en palestre, de plateforme en plateforme, ce que je cherchais, c'était une expérience esthétique qui parvienne à la hauteur en intensité de l'expérience noétique, à la fois singulière et générale, que j'avais pu faire des jeux vidéo en ligne. Je voulais éprouver avec mon corps, comme je l'avais fait en esprit, assis face à mon écran, pendant toute mon adolescence, le cœur de mon époque. C'est-à-dire que je cherchais à éprouver corporellement l'absence même d'époque. La solution n'était pas très éloignée, mais il me restait encore à la découvrir. Il s'agissait pourtant du plus vaste et du plus extraordinaire phénomène culturel produit par le monde de la société de consommation d'après la Seconde Guerre mondiale. Un phénomène que j'appellerais ici la fête électronique, culture qui naquit à New York avec le disco dans les années 70 et plus connue aujourd'hui sous le nom de techno, après avoir pris pour capitale au cours des 25 dernières années la ville de Berlin. Je ne fus jamais amené à me rendre dans mes jeunes années dans ce qu'on appelle les free parties, et ce ne sont pas les clubs parisiens trop pervertis qui me permirent de réaliser le potentiel philosophique de cette incroyable machine à la fois abstraite et concrète qu'est la piste de danse. Ce ne fut qu'au cours de ma dernière année d'études, la tête un peu plus claire et mieux préparée à se confronter à un tel choc, il y a 3-4 ans maintenant, alors que j'effectuais un échange universitaire à Berlin, qu'il me fut donné d'éprouver l'extraordinaire intensité des pistes de danse de la capitale allemande, et en particulier celle du temple de la techno berlinoise, le Berghain, véritable colosse de béton localisé dans une ancienne centrale électrique soviétique située au cœur de la métropole allemande et qui tient aujourd'hui à elle seule à la fois le rôle d'héritier de cette culture, vieille de plus de 40 ans, et de précurseur de son avenir. C'est ce club singulier qui se révéla être ce stade, point de rencontre de tant de différentes expressions du nihilisme contemporain, que je cherchais tant et que j'ai lu immédiatement comme objet de recherche et point de territorialisation de toute ma pensée.
décidais donc à ce moment-là de quitter l'université et parce que je n'avais pas trouvé de soutien pour faire un tel travail, pour essayer de faire le pont entre la philosophie et la culture de la musique électronique de danse. Du coup, je me suis constitué comme chercheur indépendant pour essayer de penser ce qu'il se passe sur un dance floor. Je vais maintenant changer de vocabulaire. Ce que j'avais appelé stade, pour répondre à Paolo l'an dernier, c'est ce que nous appelons cette année dans le séminaire métalocalité ou plateforme. Dans ce contexte, je tiens à souligner que les machines que sont les jeux vidéo dont je parlais tout à l'heure constituent un cas tout à fait intéressant, puisqu'ils sont constitués par des plateformes digitales qui n'ont pas de localité réelle, mais qui en revanche simulent bel et bien des localités devenues purement abstraites et donc noétiques, qu'en tant que joueurs nous sommes supposés explorer et expérimenter. La piste de danse, quant à elle, est aussi un type de plateforme machine tout à fait singulier, en tant qu'elle constitue une spatio-temporalité, un chronotope, à la fois nomade et industriel, abstraite et concrète. Bernard dit que le pharmacone des marchés de masse de la seconde moitié du XXe siècle, c'était la rétention tertiaire analogique, dont le cinéma était l'expression artistique. Mais Bernard ne parle jamais de ce qui viendrait remplacer le cinéma à l'âge du capitalisme de plateforme, dont le pharmacone est la rétention tertiaire numérique. Ce n'est pas un hasard si la technique et le temps se focalisent sur le temps, car le cinéma est avant tout un art qui manipule le temps, et avec lui l'image. Mais ce à quoi nous confrontent concrètement les rétentions tertiaires numériques aujourd'hui, c'est le rapport de la technique à la spatio-temporalité, au chronotope. C'est pourquoi je crois qu'il est urgent de penser et de pratiquer cet incroyable pharmacone qu'est la piste de danse dont l'art, que j'appelle l'organisation de fêtes électroniques ou encore le design de pistes de danse, et c'est la thèse principale de mes recherches, est un des nouveaux arts, encore à venir, du XXIe siècle. En effet, il manipule l'espace vécu par le spectre inouï, couvre l'amplification du son par rapport à la captation de l'image. Ce que permet de réaliser la piste de danse, c'est l'immersion, plus seulement de l'esprit sur un écran, mais du corps tout entier dans un milieu exosomatique. Exosomatique, mais aussi potentiellement, si les organisateurs de soirées, artistes de cet espace hexa-organogénétique, pratiquent correctement leur art, un milieu esthétique totalement nouveau dans l'histoire de l'humanité. Milieu esthétique déshumanisé grâce au son, qui agence un espace de cohabitation de l'homme et des machines, du religieux et du technique, et produit à une échelle industrielle des chocs sensorimoteurs, théâtralisant à la chaîne un nombre infini d'opérations et de jugements. Les organes d'amplification, que sont les sound systems, génèrent des ondes sonores amplifiées qui produisent des transductions haptiques, c'est-à-dire pour le toucher, qui court-circuitent et déconstruisent les processus habituels de réticulation des êtres humains, permettant à tout un chacun d'expérimenter et ainsi de s'entraîner à survivre à ce à quoi le réel aujourd'hui nous confronte, notre propre désarmement face aux machines, dont nous pensions par vanité être les maîtres. Le dance floor est à l'heure actuelle le seul dispositif suffisamment complet et plastique pour agencer un espace où nos corps peuvent s'immerger dans quelque chose de comparable à l'océan noétique des rétentions tertiaires numériques. Similaire en intensité à cette immense spatio-temporalité technologique et immatérielle, mais aussi potentiellement esthétique et toujours déjà humaine, qu'est Internet, la piste de danse, insérée dans la zone neutre de la réalité esthétique, nous procure une expérience à la fois miniature et grandeur nature de cette nouvelle forme de bêtise que le web nous impose par la dissémination de l'attention, provoquée par la dangereuse hyper-réticulation noétique que les smartphones ont achevé de réaliser ces dernières années. C'est pourquoi il est urgent, et c'est tout l'enjeu de mes recherches, de ne plus seulement considérer les boîtes de nuit et les rave parties comme des lieux de loisirs, de surconsommation et d'excès, comme les sphères institutionnelles et intellectuelles ont trop souvent tendance à le faire. Il faut désormais penser le design de pistes de danse comme un art à part entière, absolument nouveau, et dont il appartient à la philosophie esthétique de s'emparer et de définir les règles, comme certains ont pu le faire pour le cinéma. Je pense notamment à Walter Benjamin et à Siegfried Kracauer dans la première moitié du XXe siècle. Si le capitalisme de l'ère industrielle est rapidement parvenu à prendre le contrôle puis à manipuler à sa guise la temporalité de nos existences, il a mis bien plus longtemps à prendre le contrôle sur l'espace planétaire, se développant d'abord dans les grandes métropoles, véritable laboratoire de l'exosomatisation industrielle au cours des 2 derniers siècles, mais c'est maintenant chose faite, comme nous le fait constater régulièrement Bernard avec cette image des satellites géostationnaires qu'il définit comme la réalisation du Gestell heideggerien, l'exosomatisation de la planète elle-même dans l'espace extraterrestre, au-delà de sa propre atmosphère. Mais si l'uniformisation de la temporalité des existences humaines et non humaines à l'échelle de la planète grâce aux nouvelles technologies de contrôle du temps qui sont déjà parvenues à un degré de synchronicité absolument délirant,
Il n'en est pas encore tout à fait le cas des territoires qui ont pourtant déjà tendance à se faire aspirer par les plateformes du nouveau capital digitalisé. C'est pourquoi il nous faut nous empresser d'agencer des plateformes à la fois pharmacologiques et esthétiques sur ces territoires pour lutter contre l'occupation territoriale des plateformes, elles aussi à la fois abstraites et concrètes, du crowd-capitalisme numérique. Je pense ici aux aéroports, aux supermarchés, aux parkings, aux poubelles nucléaires, aux tunnels et autres lotissements résidentiels en perpétuelle construction que Jean a immortalisé dans une série de photos il y a quelques années et qui s'appelait justement « Les territoires occupés ». J'ai trouvé le séminaire de cette année particulièrement captivant et décisif, car il y émerge de manière très claire 3 choses qui nous orientent. Premièrement, comment penser, avec l'aide précieuse de certains de nos prédécesseurs, ce qu'il vient de nous arriver dans le délire de l'exosomatisation humaine au cours des 200 dernières années. Pardon, j'ai sauté une ligne. Ah sinon, c'est bon. Donc, premièrement, comment penser avec l'aide précieuse de certains de nos prédécesseurs ce qui vient de nous arriver dans le délire de l'exosomatisation humaine au cours des 200 dernières années. Deuxièmement, ce qu'il est en train de nous arriver avec la définition d'un nouveau sophisme à combattre, l'idéologie de la Silicon Valley, que l'on nomme maintenant le transhumanisme, et l'acceptation de l'anthropocène en tant que tel qui l'accompagne. Troisièmement, là où nous voulons aller, le néganthropocène, concrétisé par le projet sur pleine commune. Dans toute cette manière d'orienter la pensée, et nous-mêmes que propose Bernard, je crois qu'il manque une véritable base esthétique sur laquelle s'établir. Dans le mode d'existence des objets techniques, Simondon propose un schème que beaucoup doivent connaître ici, qui décrit comment la genèse de la réalité humaine connaît le déphasage d'une unité centrale et magique en 2 phases, le technique et le religieux. Dans ce schème, c'est l'esthétique seule qui est apte à maintenir les liens à l'intérieur de cette irrémédiable fêlure. L'esthétique, en effet, opère en réticulant dans le sensible différentes réalités entre elles, ce que ni la technique ni la religion, prises dans leur mode de fonctionnement propre, ne sont à même de faire. Je cite le mode d'existence des objets techniques. Il ne semble pas que les 2 réticulations, celle des techniques dans le monde géographique et celle des religions dans le monde humain, soient capables de se rencontrer analogiquement en une relation symbolique réelle. C'est bien l'insertion qui définit l'objet esthétique. Il y a dans la vie humaine un certain nombre de moments particuliers, rayonnants, se distinguant des autres, qui appellent l'œuvre. L'œuvre, résultat de cette exigence de création, de cette sensibilité aux lieux et aux moments d'exception, ne copie pas le monde ou l'homme, mais les prolonge et s'insère en eux. Même si elle est détachée, l'œuvre esthétique ne vient pas d'une rupture de l'univers ou du temps vital de l'homme, elle vient en plus de la réalité déjà donnée, lui apportant des structures construites, mais construites sur les fondations, faisant partie du réel et insérées dans le monde. Ainsi, l'œuvre esthétique fait bourgeonner l'univers, le prolonge, constituant un réseau d'œuvres, c'est-à-dire de réalités d'exception. Plus détaché du monde et de l'homme que l'ancien réseau des points clés de l'univers magique, le réseau spatial et temporel des œuvres d'art est, entre le monde et l'homme, une médiation qui conserve la structure du monde magique. Sans l'activité esthétique, entre technique et religion, n'existerait qu'une zone de réalité sans structure et sans qualité. Grâce à l'activité esthétique, cette zone neutre, tout en restant centrale et équilibrée, retrouve une densité et une signification. La pensée esthétique maintient ensemble éléments et totalité, figure et fond, dans la relation analogique. La réticulation esthétique du monde est un réseau d'analogies. La pensée technique opère, la pensée religieuse juge, la pensée esthétique opère et juge à la fois, construisant des structures et saisissant les qualités du fond de réalité, de manière connexe et complémentaire dans l'unité de chaque être. C'est parce qu'elle respecte l'unité des êtres définis que la pensée esthétique a comme structure fondamentale l'analogie. Pour ce faire, il faut que chaque être soit opéré et jugé comme un univers complet, n'excluant pas d'autres univers. L'objet esthétique est à la fois objet et sujet. Il attend le sujet pour le mettre en mouvement et susciter en lui d'une part la perception et d'autre part la participation. La participation est faite de gestes et la perception donne à ces gestes un support de réalité objective. Fin de citation. C'est donc tout un réseau de pistes interprétatives qu'agence la pensée esthétique en donnant à la fois à percevoir et à participer. Et c'est tout l'art du DJ et de l'organisateur de soirée, comme nous le verrons plus loin, qui invente depuis 40 ans de nouveaux modèles pratiques pour donner une place et un temps à ces pistes qui trouvent difficilement leur place dans la déterritorialisation du capitalisme de plateforme. Dans le schème de Simondon, si l'esthétique joue son rôle de liant par l'analogie,
alors la philosophie pourra éventuellement advenir. Il est primordial de remarquer pour notre exposé que la phase esthétique constitue une zone neutre, et en ce sens, elle n'est, et je cite une nouvelle fois Simondon, jamais d'un domaine limité ni d'une espèce déterminée, mais seulement d'une tendance. La pensée esthétique est ce qui maintient le souvenir implicite de l'unité. Elle cherche la totalité de la pensée et vise à recomposer une unité par relation analogique, là où l'apparition de phases pourrait créer l'isolement mutuel de la pensée par rapport à elle-même. Fin de citation. Pour en revenir à notre affaire de spatio-temporalité, je suis très heureux que Bernard ait régulièrement insisté au cours du séminaire sur le fait que le local constitue le problème épistémologique de notre époque, et que c'est donc par le travail dans des localités que l'on parviendra à combattre le technopouvoir qui peu à peu synchronise nos vies sans y ménager aucun espace ni aucun temps de diachronicité. Car il est évident que l'on ne réapprendra pas à vivre si nous n'inventons pas en même temps, sur les territoires où nous vivons concrètement, de nouvelles manières de vivre suffisamment diaboliques pour générer leurs propres symboles que le Göstel actuel n'est plus capable de produire, mais seulement de reproduire par des simulations hautement anthropiques et donc destructrices. À cet égard, je mets, probablement comme nous tous, énormément d'espoir dans le projet de pleine commune, qui pourrait faire advenir sur un véritable territoire, et quel territoire, une philosophie qui ne s'effectuerait plus seulement dans l'entre-soi confortable d'une palestre ou d'une université, et qui se donnerait les moyens de combattre ses adversaires, plus seulement dans les idées, mais viendrait se confronter à lui, et tout contre lui, à l'intérieur même d'une économie déjà régie par ce capitalisme de plateforme que nous nous donnons de combattre. Ars Industrialis, certes déjà engagé dans de nombreux projets locaux, viendrait se placer à une toute autre échelle que celle où elle se situe pour le moment, et tout cela est très enthousiasmant. Bernard a régulièrement parlé de l'Église catholique ces derniers mois, et il est clair que l'action du nouveau pape François pourrait, elle aussi, inspirer d'autres manières de vivre dans cette nouvelle ère qui se présente à nous. On parle en revanche beaucoup moins, et c'est bien dommage, de toutes les formes de militantisme qui s'activent sur des terrains divers et variés, partout en Europe, et convergent en ce moment autour du mouvement des ZAD, des zones à défendre. Derrière cette même exigence, non seulement d'occuper, mais de se réapproprier et de réapprendre à vivre dans des territoires en passe d'être occupés par de gigantesques infrastructures du capitalisme de plateforme, comme à Notre-Dame-des-Landes, à Bure ou en Italie, dans la région des Alpes, où tout un collectif combat depuis des années le projet d'un nouveau tunnel pour des lignes de train à grande vitesse. Je pense que les luttes menées actuellement sur ces territoires sont aussi importantes que celui qu'Ars Industrialis veut mener à pleine commune. Je pense que ces luttes et tous les militantismes et leurs communautés ne sont pas seulement, même si c'est leur faiblesse principale, des facteurs de déception pour la jeunesse, comme Bernard a pu le dire hier. Je pense que ces luttes, dans la manière qu'elles ont de procéder en investissant des territoires et pas seulement en occupant des places, et à ce titre, Nuit debout est tout à fait intéressant puisque, occupant certes une place, elle a aussi utilisé des stratégies organisationnelles inspirées des mouvements locaux actuels. Ces luttes développent de nouvelles armes et de nouveaux savoirs qu'il ne faudra pas oublier de prendre en compte dans le néganthropocène. Mais si Ars Industrialis est en passe d'inventer aujourd'hui à pleine commune une nouvelle manière de faire de la philosophie sur un territoire à l'intérieur du creux capitalisme, j'ai parfois peur que la réalité et le climat politique ne puissent venir castrer les ambitions qui sont celles du projet de la Plaine et réduire son action, dont nous essayons de penser les possibilités ici. De manière un peu similaire, mais pas du tout pour les mêmes raisons, je crois que la faiblesse du mouvement des ZAD, mouvement lui aussi philosophe et héritière des luttes émancipatrices et révolutionnaires, qui, il ne faut pas l'oublier, ont souvent été déterminantes dans l'histoire de la modernité, est de trop souvent s'ostratiser dans un combat sans fin, sans parvenir ni d'ailleurs trop chercher à s'émanciper d'un nomadisme aussi lisse que l'espace de la plaine pourrait lui-même s'avérer être trop strié par le crotte capitalisme. À ces zones qui, quand elles ne sont pas des zones de combat politique, sont des zones de concurrence économique où en réalité la guerre règne tout autant que sur un champ de bataille, il manque des métalocalités construites sur des plateformes esthétiques suffisamment neutres et autonomes pour jouer le rôle qu'est censé jouer l'esthétique en tant qu'opérateur de réticulation à l'intérieur des milieux et entre les systèmes pour exercer son courage et s'entraîner au combat politique, en aménageant des terrains propices à la rencontre de réalités, c'est-à-dire de modes de réticulation différentes. Or, il est plus qu'urgent de produire de réelles connexions entre les pratiques artistiques, au sens large et antique des technétoubios, avec les réalités scientifiques et éthiques, politiques et morales, que le processus anthropique, avec un A et un TH, trop anthropique, n'a cesse de séparer. Je soutiens que la piste de danse, peut-être aussi avec le jeu vidéo, est aujourd'hui le seul dispositif, s'il n'est pas retourné contre lui-même, suffisamment puissant pour agencer des zones de neutralité vis-à-vis du Göstel, du crowd capitalism, tout en restant tout contre lui.
Après le cinéma comme art du contrôle, c'est donc tout un art de l'hypercontrôle dont il reste encore à faire l'organologie et l'exaorganogénèse. Ainsi, en partant de la piste de danse, c'est toute une pharmacologie de la métalocalité que je souhaiterais ici engager, en réfléchissant à l'élaboration de nouvelles plateformes esthétiques qui auraient pour rôle de soutenir et de protéger l'art de notre époque, ainsi que de contrer les plateformes militaro-esthétiques du capitalisme de plateforme, dans le contexte de guerre esthétique auquel nous sommes confrontés actuellement. Une pharmacologie de la métalocalité, c'est tout ce que Walter Benjamin avait déjà cherché à faire dans son œuvre inachevée, Le Livre des Passages, qui se donnait d'écrire une histoire matérialiste du XIXe siècle, à partir de la ville de Paris et de ces proto-métal-localités de la modernité que furent les passages couverts parisiens, ces centres commerciaux avant l'heure, qui furent les premières plateformes militaro-esthétiques du capitalisme industriel. C'est aussi une pharmacologie de la métalocalité qui se profile déjà dans les TAZ, les zones autonomes temporaires de Hakim Bey, texte des années 90 issu des mouvances cyberpunk, seul texte d'ailleurs à faire vraiment référence dans la culture de la musique électronique, qui a la singularité d'être une culture à la fois industrielle et pourtant de transmission orale, puisqu'il n'existe pas encore de savoir établi à son propos. Savoir transmis donc seulement d'oreille à oreille et contenu tout entier dans l'histoire des pistes de danse mythiques qui ont fait à New York, à Détroit, à Chicago, à Manchester, à Ibiza et aujourd'hui à Berlin, cette culture tout autant que dans l'océan des pistes musicales, mythiques pour certaines, anonymes et souterraines pour d'autres. C'est toute une meute réticulée d'hexaorganes esthétiques que sont les pistes de danse et les pistes musicales, comme autant d'îles et de bateaux imaginaires qui sont venus s'insérer, se territorialiser, comme une doublure du réel à la fois sous-marine et souterraine, underground, au grand mouvement de déterritorialisation du capitalisme et de la globalisation qui a conquis la planète au cours des 40 dernières années. Dans son texte visionnaire, Hakim Bey compare les dance floors des rave parties aux îles des communautés de pirates, qui formaient elles aussi de véritables métalocalités, de zones neutres, plateformes esthétiques et économiques sur l'océan déjà militarisé et déterritorialisant des conquistadors européens. Par ailleurs, j'aimerais aussi proposer de concevoir un nouvel organe noétique pour nous orienter dans le jeu de pistes de l'avenir. J'ai entendu plusieurs fois hier qu'il fallait redonner des yeux au calcul aveugle des algorithmes. Je ne crois pas que la révolution se fera dans l'ordre du visuel. Je crois plutôt que les yeux, qui étaient venus remplacer l'odorat de nos ancêtres, il est urgent... la phrase n'est pas bonne, je répète. Je pense qu'il est urgent pour soigner le rhume et la myopie noétique qui nous affectent tous, de porter notre attention sur un organe souvent délaissé par la philosophie et la pensée en général, comme un bâtard gênant qu'on laisserait de côté, faute de trop savoir quoi faire ni quoi en penser. Je veux parler de nos oreilles, qui constituent selon moi le seul organe assez puissant pour nous orienter dans le capitalisme de plateforme. C'est toute une épistémologie et une philosophie de l'écoute, sens spatio-temporel par excellence, qu'il reste à élaborer à l'aune des luttes que nous cherchons à définir ensemble ici. Or, le dance floor est justement cet espace de l'écoute. La piste de danse constitue même, selon moi, une spatio-temporalité surréaliste et esthétique. Évoluer sur un dance floor, c'est comme évoluer à l'intérieur même de l'oreille du DJ, qui nous donne à écouter sa propre écoute des organes exosomatiques que sont les pistes musicales. Cette écoute écoutante, comme le montre bien Peter Zendy, est éminemment critique. Et elle est critique en tant qu'elle sélectionne. C'est tout ce que j'aurais aimé vous montrer en vous parlant des affinités électives de Goethe. Comme la pensée esthétique nous appelle aujourd'hui à élaborer un ethos de la sélection, condition de possibilité pour agencer ces plateformes esthétiques en zones réellement neutres et donc aptes à réticuler analogiquement les univers entre eux. L'écoute du DJ, éminemment analogique, doit être placée aujourd'hui au cœur de la pensée esthétique en tant qu'elle constitue avant tout un art de la sélection qui ouvre des pistes interprétatives. Cette sélection, à la fois technique et religieuse, musicale, s'opère par une forme de calcul analogique et auditif, par l'intermédiaire des prothèses de l'écoute que sont les platines et les machines d'amplification sonore. Ce calcul opératoire de l'écoute advient par les jugements sélectifs et j'ajouterais exaptatifs du DJ. Je trouvais ça d'ailleurs intéressant que Fabien termine son exposé hier où il disait qu'il fallait faire rouvrir les yeux au calcul et qu'il termine par une métaphore musicale en fait comme solution à son travail. Je trouvais ça assez représentatif de ce que je remarque tout le temps, que toutes les métaphores qu'on utilise pour penser sont des métaphores visuelles et qu'on n'utilise jamais ou trop rarement des métaphores auditives. Je sais pourquoi, il y a plein de raisons, mais
Mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais développer, un vocabulaire aussi de concepts qui se baserait sur l'écoute pour penser autrement notre rapport au réel. Ouais, donc je termine. Il me reste 5 minutes, c'est ça? Il me reste 0 minutes. Je termine en disant que le réel et son double, donc c'est pour ça que nous avons décidé de faire du réel et son double, enfin de centrer le réel et son double sur un dance floor, comme plateforme esthétique centrale et neutre du territoire de la communauté de communes sur laquelle nous allons travailler. Et par ailleurs, je vais, avec Jean, construire un laboratoire de recherche esthétique qui s'appellera La Noise et qui jouera le rôle d'hexaorgane à cette plateforme esthétique. Ce laboratoire aura un fonctionnement très simple et il sera à la fois un outil réflexif pour la galerie et il sera aussi un laboratoire ouvert, c'est-à-dire que quiconque ici est motivé pour donner un cours, ouvrir une piste de recherche qu'il aura envie de développer, qu'il ne pourrait pas développer dans son université, est le bienvenu pour que nous partagions nos savoirs ensemble. Et le but, ce serait de mélanger la recherche en général en faisant se rencontrer, je sais pas, un cuisinier, un professeur de tai chi, un philosophe et un physicien pour qu'ils pensent ensemble des réticulations qui ne sont pas possibles de faire advenir à l'université parce que les disciplines sont trop cloisonnées. Voilà, je vous remercie.